Je vais éteindre ma vidéo pour avoir une meilleure connexion. Donc, tout au long de la présentation, je vais essayer d'éteindre ma vidéo. Mais quand on se présente, on peut allumer la vidéo pour qu'on puisse se reconnaître. Comme vous le savez déjà, on va faire une présentation sur la conception intentionnelle et surtout l'usage de l'outil Girl Roster du Population Council. Donc, merci de votre participation et c'est un plaisir pour moi d'animer cette rencontre. Et il faut savoir qu'on a notre collègue Sophie Suarez aussi, qui si vous avez des questions qui peuvent attendre après ou bien quelque chose comme ça, on va lui adresser ces questions. Donc, c'est un peu ça. Ok. Aïssata, je peux te demander juste enregistrer ou pas? Je peux enregistrer? Oui, c'est en train d'être enregistré. Ok, good. Ok, ça va. Mais je vais... oui, c'est un enregistrement depuis le début. Donc, l'agenda du jour, c'est d'abord, chacun va se présenter et dire le nom de son organisation. Ensuite, on va vous faire une brève introduction à la communauté de pratique pour les adolescents et la vie des adolescentes aussi, on va en parler un peu. Ensuite, des discussions par rapport aux questions-réponses que vous avez. Donc, si jamais vous avez des questions d'éclaircissement ou bien si je suis un peu plus rapide que vous ne pouvez comprendre, vous pouvez m'arrêter à tout moment. Je vais revenir un peu en arrière. Donc, moi, comme je le disais, je suis Aïssata Ba. Je suis chargée de suivi, évaluation et apprentissage à Population Council. Et aussi, je joue le rôle de la conseillère technique là-bas. Je suis basée au Mali, à Bamako. Et ma collègue Sophie Suarez, qui va être mute parce qu'elle ne peut pas présenter en français, comme elle est anglophone et aussi elle ne peut pas parler en français. Donc, c'est un peu ça. Si on peut commencer, chaque équipe se présente, ensuite la prochaine équipe prend la parole pour présenter ses membres. Ok, bon, je vais commencer. Après, je laisse la parole aux membres d'INADES et ça sera par la suite au PEF de faire la présentation. Donc, moi, c'est Mohamedou Badiaga. Je suis le programme manager pour l'Afrique francophone au sein d'Aflatoon International. Donc, pour le cadre de ce projet, je suis en charge de coordonner avec la mise en œuvre avec les deux partenaires en Côte d'Ivoire, à côté de Philomena qui est chargée du projet pour les 3 pays. Merci. Si vous pouvez mettre votre vidéo pour qu'on voit votre visage quelques secondes. Ah oui, j'avais oublié. Ok, je suis là. C'est bon? Ok, oui, c'est bon. Ok, donc je laisse à Mayram ou à M. Sena, donc aux membres de INADES. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Oui, moi c'est Maria Ouattara de INADES Formation. Je suis assistante de direction en charge du pilotage en interne du projet Saint-Antonius en collaboration avec le PEF. Ici, nous sommes chargés, oui, le programme d'éducation financière. Enchantée, madame. Nous sommes chargés de la mise en œuvre de tout ce qui est demandé pour le projet, pour les différents objectifs au cours des 3 années, dont le lancement va démarrer la semaine prochaine. Donc, nous travaillons en équipe avec le PEF, qui est le programme d'éducation financière du ministère de l'Éducation. Merci. Merci. La prochaine équipe. Toujours INADES, la prochaine personne. Allô? Oui, allez-y. Oui, ok, je me présente. Moi, c'est Zéhi Pauline. Je suis la directrice de INADES Formation Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes membres du réseau INADES
Formation et c'est nous qui mettons en œuvre les activités de terrain au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, nous serons partie prenante dans ce projet. Donc, en plus de Mariam, j'ai avec moi 2 collaborateurs de INADES qui vont aussi se présenter. Donc, je leur laisse la parole. OK, merci Pauline. Donc, la prochaine personne d'INADES. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis Assema Parfait, chargé de formation à INADES Formation Côte d'Ivoire. D'accord, enchanté. Merci. Et la dernière personne. OK, encore bonsoir tout le monde. Moi, c'est Adonis Stanislas Alebi. Je suis assistant chargé de programme à INADES Formation Côte d'Ivoire. Enchanté, merci. Donc, je pense que l'équipe INADES elle est complète. Donc, on va passer la main au PEF. Allô? Oui, allô? Allô, vous m'entendez maintenant? Ah, d'accord. Oui, c'est bon, Félix. Allez-y, Okay. On vous entend. D'accord. Alors, je disais que je suis Yao Félix, je suis le coordinateur programme éducation financière du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Et donc, nous sommes partie prenante au projet Saint-Antonius. J'ai avec moi des collaborateurs qui vont se présenter. Voilà. On va commencer par Madame Guiba. Allô? 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 Oui, vas-y, présente-toi. Oui, bonjour à tous. Je suis Madame Djeba. Ta caméra, pour qu'on te voit. Excusez. OK. Voilà. Je suis Madame Djeba, chef de l'équipe PEF, programme éducation financière, chargée de l'enseignement général technique et professionnel au niveau du projet Saint-Antonius. OK, merci. Ensuite, Anna. Ok, Anna. bonsoir tout le monde. Je suis Nyamke Anan. Je suis chargée du volet des centres de formation et détention. Concernant le projet Saint-Antonius. D'accord. Dali. Bonsoir, monsieur. Allô? On t'entend, hein? Oui, d'accord. C'est Dali Boubou Charlie Stéphane, responsable suivi évaluation programme éducation financière, attaché des finances à la direction de la coordination et de la gestion des projets du ministère de l'Éducation nationale. OK, merci. Bon, Mamadou, on a fait le tour, hein? OK, donc je laisse la main à Aïssata. Merci à tous. OK, merci tout le monde et une fois de plus, bienvenue. Et je vous rappelle, si vous avez des questions ou bien si vous voulez que je fasse plus d'éclaircissement par rapport à quelque chose, vous pouvez m'arrêter à tout moment. Donc, comme vous le savez, on va faire notre présentation sur le Girl Roster. Aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur la définition des termes et dans la prochaine session, on va vous montrer comment utiliser l'outil même. Donc, il faut savoir d'abord, pour parler de Girl Roster, il faut savoir qu'on est d'abord une communauté de pratique. C'est-à-dire, vous qui mettez en place des programmes centrés sur les filles, vous êtes une communauté de pratique qui travaille dans un domaine bien déterminé, dans une zone géographique bien donnée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Population Council contribue à renforcer la capacité des différents acteurs pour la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes efficaces et surtout
nous aidons à mettre en échelle les programmes qui renforcent les capacités et les compétences des filles en santé, dans la société, en matière de finances et de connaissances cognitives de ces adolescents dans vos communautés. Nous travaillons avec des institutions qui sont souvent des grandes organisations, des organisations gouvernementales, multilatéraux et aussi bilatéraux. Ils peuvent être des petites ou des grandes organisations communautaires et des réseaux nationaux aussi. Donc ça, c'est surtout les acteurs, les communautés avec lesquelles on travaille. Maintenant, ce qu'il faut savoir dans cette pratique, ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que les communautés sont en mesure de conduire des changements. C'est-à-dire ces communautés de pratique qui est vous, qui est nous. Ce que nous faisons, notre travail, c'est de faire en sorte que vous puissiez conduire des changements fondés sur des données probantes, c'est-à-dire les recherches que nous avons effectuées partout dans le monde ou des recherches existantes. Donc, on les utilise pour pouvoir faire des changements au niveau pratique. Et aussi faire en sorte que quand vous faites votre travail, que ce soit des travaux de qualité, que quand vous voulez couvrir une zone, que ce soit fait avec de la qualité, et aussi faire en sorte que vous ayez des ressources et aussi faire en sorte que les droits des adolescents soient respectés. Si vous pouvez muter vos micros quand vous ne parlez pas. Ensuite, nous faisons en sorte d'innover en amenant des contenus qui vont permettre aux structures de jeunes centrées sur les adolescents et aussi on forme des mentors dans ces structures-là. Donc ça, c'est on prend les recherches pour pouvoir informer les communautés de pratique. Maintenant, pour ce faire, nous aidons les praticiens à concevoir, comme je l'ai dit, à mettre en œuvre et évaluer des programmes efficaces et extensibles. Maintenant, grâce à ces programmes, ça les permettra d'atteindre les filles. Donc, atteindre les filles les plus vulnérables n'est pas possible sans des relations communautaires de confiance. C'est-à-dire, nous faisons en sorte que les acteurs avec lesquels nous collaborons, qu'ils instaurent la confiance dans les communautés où ils travaillent, avec les individus avec lesquels ils travaillent. Aussi, avoir des capacités suffisantes sur le terrain et des outils faciles à utiliser, fondés sur des données probantes, pour aider à concevoir, comme je l'ai dit, tester, développer et évaluer les programmes. Donc, les Population Council aident à combler les vides pour mettre à l'échelle des programmes efficaces pour les adolescents. Et il est très important de savoir que les partenaires de la communauté de pratique élaborent des interventions adaptées aux filles afin de développer leurs compétences en santé et autres choses. Donc, ça, c'est en quelque sorte ce que nous faisons. Et quand on travaille, nous, on fait en sorte qu'on utilise une approche basée sur la conception intentionnelle. Donc, il faut savoir que c'est une approche par étapes fondée sur des données probantes qui guide les praticiens à travers un cycle de collecte, d'analyse, d'informations et ce qui est spécifique à des segments. On va arriver à la définition de ce que nous voulons dire par segment. Nous, on vous aide à collecter des informations, à les analyser, ensuite à les utiliser pour atteindre les filles avec lesquelles vous devrez travailler. Donc, il y a des outils, on a beaucoup d'outils, mais cette rencontre concerne l'outil Girl Roster. Donc, on va se concentrer sur un de ces outils-là qui est le Girl Roster. Donc, ça, c'est un peu ce que nous faisons. Maintenant, il faut savoir que quand on parle de conception intentionnelle, l'approche de la conception intentionnelle est un modèle éclairé par ce qui fonctionne pour les adolescentes et les jeunes femmes. C'est-à-dire, quand on fait les recherches, on cherche à savoir qu'est-ce qui est bien pour les adolescentes et les jeunes femmes, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, l'approche intentionnelle est centrée sur ces jeunes filles et ces adolescentes et ces jeunes femmes pour leur donner ce dont elles ont besoin. Donc, ça nous guide pour la conception de programmes centrés sur les filles qui génèrent un cycle de collecte d'analyse d'informations et qui va aider les praticiens à faire des sélections réfléchies sur les lieux où travailler ou intervenir en utilisant des données locales et spécifiques. Donc, quand nous on fait la recherche, maintenant on veut les mettre en place, on vous aide avec des outils qui vont faire que vous collectez des informations sur les adolescentes, ensuite pour pouvoir programmer et intervenir dans les zones où elles ont le plus besoin de ça.
Donnez-moi une minute, mon ordinateur s'est planté. Vous voyez mon écran maintenant? Oui, c'est bon, on voit. C'est bon, ok. Ouais, c'est bon. Nous avons un fichier Word, par contre. Je ne sais pas si c'est celui-là ou si c'est... Non, non, ce n'est pas le fichier Word. Il faut juste réduire le fichier Word parce qu'on voit aussi une femme qui a le ballon. Donc, je pense que c'est... Ok, je pense que c'est bon. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Ok. Donc, ça, c'est un peu par rapport à la conception intentionnelle. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez toujours les poser. Donc, il faut savoir que l'outil Girl Roster se concentre sur les filles, sur leur vie, leur vécu et leur expérience. Maintenant, comme je l'ai mentionné, c'est la conception intentionnelle qui nous aide à voir toute la vie des filles et les facteurs qui affectent leur vie. Par exemple, quand on veut travailler avec un groupe de filles, la conception intentionnelle nous permet de voir le vécu, la vie de tous les jours, la communauté dans laquelle les filles évoluent. Et surtout, ça nous permet de concevoir des programmes qui garantissent qu'elles vivent pleinement leur potentiel. Donc ça, c'est ce que l'outil nous permet de faire. Maintenant, si vous voyez cette image, ça c'est en général ce qui existe dans nos communautés, c'est-à-dire distribution communautaire de préservatifs et autres choses. Mais il faut savoir que dans la pratique actuelle, souvent les filles les plus démunies sont inscrites dans les programmes. Il faut voir quand on a des écoles, des centres de jeunes, des routes, des marchés et les terrains de jeu, les garçons dans nos communautés, très souvent, n'ont pas de problème à accéder à ces centres-là. Quand il y a les centres, ils viennent facilement et ils accèdent à ces services. L'autre groupe aussi qui accède à ces services-là, c'est les filles aisées qui ont les moyens d'accéder à ces services-là. Et surtout, souvent, c'est parce que soit elles connaissent des gens qui sont là, ou bien elles sont en mesure de s'offrir le luxe d'aller dans ces centres-là. Par exemple, une fille qui n'est pas embauchée comme une bonne, elle a assez de temps après l'école pour aller dans ces centres, pour des centres de loisirs ou d'apprentissage. Par contre, une fille qui travaille pour pouvoir survivre n'a pas assez de temps d'utiliser ces ressources-là. Ou bien aussi, il y a le fait que souvent ces filles-là sont en contact avec les garçons que vous voyez ici, qui sont en mesure d'accéder dans ces centres-là et leur fournir des informations. Par contre, un groupe, c'est-à-dire les filles pauvres, sont celles qui sont exclues de ces accès aux services qui existent dans la communauté. Les services existent, mais ces filles-là, soit n'ont pas le temps, soit à cause de leur vulnérabilité, ne peuvent pas accéder, ou bien elles n'ont même pas l'information utile pour pouvoir accéder à ces services-là. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que tous les adolescentes ou jeunes filles ne sont pas affectées de la même manière. Quand nous travaillons, ça c'est quelque chose de très important à comprendre. Il y a souvent l'exclusion géographique et sociale qui restreint l'accès de nombreuses jeunes filles et adolescentes, qui les empêche d'accéder aux opportunités, aux ressources, par exemple les services de prévention de VIH et aux services qui peuvent produire des effets protecteurs dans leur vie. Donc les filles en particulier, comme je le disais, les filles les plus pauvres sont toujours exclues des services, de même que d'autres institutions sociales telles que l'école et autres choses, les centres communautaires, les centres pour les jeunes. Donc cela signifie qu'une approche typique, la programmation en milieu scolaire, c'est-à-dire quand on décide de faire une approche typique, sans prendre en compte l'approche, la conception intentionnelle, on se dit on va mettre en place un programme. Cela n'entraînerait pas les filles parce qu'elles ne sont pas là où on a mis le programme. On amène un programme dans un milieu scolaire. Les filles qui ne sont pas à l'école, qui ont le plus besoin de ces programmes-là, ne seront pas atteintes. Surtout les filles qui ne sont pas scolarisées.
Donc, souvent, c'est les groupes qui ont le plus besoin des programmes qui n'ont pas accès à ces programmes. Si les filles exclues vivent dans une zone à forte prévalence du VIH, elles courent un risque plus élevé que celles qui ne sont pas. Elles doivent donc être atteintes là où elles sont. C'est-à-dire si elles sont dans une communauté où les centres de sensibilisation par rapport au VIH sont un peu éloignés d'elles, elles ne pourront pas y aller. Donc, ça les expose à plus de risques, ce qui fait qu'elles n'accéderont pas aux programmations qui sont mises en place par les praticiens. Surtout, il faut faire en sorte que ce soit des programmes qui sont dans leur communauté qui est accessible pour elles. Donc, c'est des facteurs qui font que les filles sont exclues, les filles vulnérables sont exclues dans la programmation. Un autre facteur, c'est que, comme je le disais, la zone géographique compte beaucoup. En général, dans nos pays ou dans les zones où on intervient, on voit que les ressources sont, si vous voyez à gauche, quand les filles vivent en capitale, par exemple Abidjan, Bamako, Dakar, elles ont plus de chances d'accéder aux ressources et aux services qui sont là, plus que les filles qui sont dans les zones rurales ou dans les villages. Et aussi, les communautés les plus riches ont plus de chances d'accéder à ces services-là, soit par le gain de leurs revenus ou bien par le gain de leurs parents, contrairement aux filles qui vivent dans la pauvreté ou la précarité. Et aussi, quand les services sont maintenus par les groupes communautaires qui sont les plus dominants, soit à la base ethnique ou bien autre chose, ou religieuse, ça peut faire que les filles n'accèdent pas, les filles les plus pauvres n'accèdent pas aux services. Donc ça, c'est très, très important à voir quand nous faisons notre programmation, les facteurs qui font que les filles sont exclues. Aussi, il faut voir, les ressources sont souvent retenues par les hommes âgés, ce qui fait que les ressources n'atteignent pas les adolescentes, ou bien l'accès à ces ressources sont garantis par des jeunes. Par exemple, un centre de santé là où la jeune fille ne se sent pas à l'aise parce que le leadership est donné à des vieux ou à des jeunes hommes, ça peut toujours les exclure dans l'accès au service. Donc ça, c'est très, très important à prendre en compte. Maintenant, une chose très importante, vous m'entendez toujours? Allô? Oui, oui, c'est bon, Okay. on est là. On vous entend très bien. Comme l'écran où je vous voyais, je ne le vois plus, quoi. OK. L'autre obstacle pour surtout les praticiens comme nous, ceux qui essaient de changer la vie des jeunes filles, c'est que trop souvent, nous pensons que nous avons atteint les filles vulnérables ou autre chose, alors que nous ne les avons pas fait. Et aussi, ça, c'est dû au fait que très souvent, les programmes qu'on met en place, c'est des programmes destinés aux enfants, aux jeunes et aux femmes. Donc, on se dit, si c'est un programme destiné aux enfants, forcément, les adolescents vont bénéficier. Ou bien, si c'est un programme de jeunes, les adolescents vont bénéficier. Ou très souvent, quand les gens conçoivent, ils se disent, voilà, c'est un programme pour les femmes, donc les filles aussi vont accéder à ce programme-là. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et alors que très souvent, on finit par ne pas les atteindre parce que les adolescents, c'est un groupe spécifique qui ne rentre pas dans tous ces cadres-là. Et très souvent, on voit ça dans le secteur de la santé, où les filles sont atteintes par le biais des programmes pour la petite enfance jusqu'à l'âge de 5 ans. C'est-à-dire elles ont accès à la santé aux choses grâce à ces programmes de petite enfance. Mais ce qu'on a remarqué surtout dans nos recherches, c'est que la prochaine fois que le système de santé voit une fille, c'est lorsqu'elle est enceinte. C'est-à-dire de 5 ans jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte, elle est absente, elle n'a pas accès à ces informations, ressources qui sont très importantes dans cette période de sa vie, entre 5 à jusqu'à l'âge où elle tombe enceinte. Donc, elle n'est pas dans le système de santé, l'accès n'est pas garanti. Donc, ça, c'est important à tenir en compte. La pauvreté, l'exclusion sociale, les zones géographiques et surtout la programmation des programmes. Ce qui est très important à retenir, c'est que, pourquoi je vous disais dans les slides précédents que dans les programmes qui visent les enfants, les jeunes et les femmes n'atteignent pas les filles, parce que quand on dit enfant, ça ne veut pas forcément dire fille. Enfant, ça peut être garçon, ça peut être fille, mais si le programme n'est pas spécifiquement délimité, on va très souvent omettre les adolescents. Aussi, il faut savoir que quand on dit jeune, c'est différent des filles. Dans jeune, ça englobe beaucoup de plus de groupes que l'adolescent seulement. Et aussi, quand on dit femme, ce n'est toujours pas fille. Et il y a un exemple
importants à tenir en compte, c'est qu'il y a eu un programme dans un pays anglophone de l'Afrique de l'Est. Quand ils ont mis en place le programme, ils pensaient que les jeunes filles vont profiter. Et maintenant, quand la fille est venue dans les centres, elle avait un enfant. Parce qu'on suppose que dans la plupart du temps, quand quelqu'un a un enfant, ce n'est plus une fille, c'est une femme. Mais la fille est venue dans le centre, elle dit à l'institutrice qui est là, s'il vous plaît, tenez mon enfant, je vais aller jouer. Donc, malgré qu'elle soit maman, elle est toujours dans l'esprit qu'elle est une fille qui a droit à jouer à autre chose. Donc, très souvent, c'est pourquoi les programmes manquent les filles, parce qu'on pense que déjà, quand elle a une fille dans le centre, un enfant, on peut la catégoriser dans la catégorie des femmes. Aussi, il faut comprendre, quand on dit orphelin et enfant vulnérable, ce n'est pas toujours les filles, ça peut signifier un autre groupe qui n'est pas les filles. Donc ça, c'est très, très important. Les adolescents sont différents des enfants et des femmes. Donc, elles nécessitent une attention particulière. Il faut savoir que toutes les expériences d'adolescence ne présentent pas les mêmes, c'est-à-dire toutes les expériences, toutes les adolescents ne présentent pas les mêmes risques. Il faut reconnaître leur hétérogénéité entre les segments des filles. Comme je l'ai dit, les filles qui sont dans les zones rurales, les filles pauvres, les plus riches, on ne peut pas dire que voilà un programme, c'est des filles, on va tous les mettre dans le même programme, mais il faut réfléchir à leur contexte et expérience par rapport à leur vécu. Et il faut savoir les filles les plus vulnérables, surtout les plus pauvres, sont exclues des programmes. Comme je l'ai dit, elles sont souvent susceptibles d'être isolées socialement et aussi ça fait que ça exacerbe leurs problèmes dont elles font face. Et les filles entre 10 et 19 ans ont un sens unique c'est-à-dire un ensemble unique de circonstances, ce qui fait qu'elles diffèrent de tous les groupes qu'on vient de citer. Entre 10 et 19 ans, elles ont un contexte spécifique à elles, ce qui les différencie des autres. Maintenant, en regardant cette image, on voit bien que quand la fille naît, dans la première partie, une fille est née ensuite, entre cet âge jusqu'à ce qu'elle atteigne 12 ans, c'est une phase critique qu'elle va commencer à l'âge de 10 ans. Donc, si les filles n'ont pas ce qu'elles ont besoin à certains âges, c'est-à-dire entre 12 ans jusqu'à ce qu'elles aient 19 ans, elles pourraient s'écarter de la bonne voie. Donc, il faut comprendre que quand elles s'écartent de la bonne voie, elles vont finir par être affectées par le VIH, le mariage des enfants, l'abandon scolaire. Donc, de 12 ans jusqu'à 19 ans, c'est une phase de vie en changement pour la jeune fille et aussi dans sa responsabilité, parce que très souvent, les adolescentes comblent les lacunes du ménage en ce qui concerne les revenus, le travail, l'eau et autres choses. S'il faut amener de l'eau, s'il faut amener des ressources à la maison, très souvent, ça encombre les jeunes filles, alors que c'est l'âge critique où elles ont besoin de programmation et de ressources. Aussi, la répartition inéquitable du travail domestique défavorise les filles, parce qu'on va voir dans nos pays, surtout très souvent, c'est les filles qui font les travaux ménagers. Même si elle va à l'école, après l'école, c'est elle qui revient se charger de tout, alors que le frère qui est là va passer son temps soit à jouer, soit à faire les révisions. Donc, en résumé, pour réaliser l'effet fille, nous devons relever les défis uniques auxquels les filles sont confrontées et les obstacles auxquels le secteur est confronté pour les atteindre. Donc, quand vous regardez cette image, j'ai expliqué les problèmes qui peuvent arriver entre 12 et 19 ans. Est-ce que vous pouvez me dire, entre 12 et 19 ans, il y a un changement qui arrive dans la vie de la fille? Ça, c'est, si vous pouvez me dire, c'est quoi ce changement? Ben, je pense qu'il y a un changement d'un point de vue physiologique également qu'il faut pouvoir constater. Ouais. Au niveau de la physiologie. Qui est dû à... C'est une phase qu'on a donné, il y a un nom pour cette phase de la vie de la jeune fille, du jeune garçon aussi, c'est-à-dire de 12 à 19 ans. C'est l'âge de la puberté, non? N'est-ce pas? C'est la puberté. Donc, il faut savoir qu'à la puberté, les filles s'écartent de la bonne voie. Et on va vous expliquer dans les slides à venir ce que c'est que la bonne voie. Donc, il faut comprendre qu'à la puberté, surtout l'adolescence, c'est une phase critique de la vie des filles. Les filles sont à la croisée des chemins quand elles atteignent la puberté, avec un potentiel de conséquences. Comme je dis, elles peuvent tomber enceintes, elles peuvent attraper le VIH ou être mariées très jeunes ou bien abandonner même l'école. Donc, une perspective centrée sur les filles qui intègre les données probantes et les expériences et points de vue uniques d'adolescents peut aider à empêcher ça. Donc, le girl roster rentre dans ce cadre-là.
Maintenant, en ce qui concerne les termes, comme je dis, qui parle de bonne voie parle de mauvaise voie, qui parle de mauvaise voie parle de bonne voie. En anglais, on dit off track, c'est-à-dire si sur la mauvaise voie, c'est situation qui ne correspond pas aux droits et positions des filles, selon l'âge comme indiqué par les indicateurs tels que la scolarisation. Par exemple, si une fille n'a jamais été scolarisée, c'est qu'elle est sur la mauvaise voie. Et ou bien si elle a été scolarisée mais elle a abandonné, ça c'est une fille qu'on va appeler sur la mauvaise voie. Et aussi si elle est à l'école mais l'âge, elle a un retard par rapport aux gens qui ont le même âge qu'elle, ça c'est sur la mauvaise voie. Donc quand on dit bonne voie, c'est être dans un état qui correspond aux droits et positions des filles selon l'âge. Et comme vous voyez sur ce slide, c'est des filles qui sont souvent qualifiées de filles vulnérables ou défavorisées. On préfère ne pas utiliser ces termes parce que c'est des termes souvent subjectifs et ils peuvent être stigmatisants. Quand on voit une fille, on l'appelle même la fille vulnérable, souvent ça peut mettre la fille même mal à l'aise. Donc on préfère dire mauvaise voie parce que ce n'est pas la faute de la fille si elle est là, mais c'est parce qu'elle n'a pas eu les ressources dont elle a besoin au moment voulu pour pouvoir être sur la bonne voie, tout comme les autres. Donc, il faut comprendre que ici, c'est l'incapacité de la société qui est mise en évidence ici, pas la fille en tant qu'individu. Donc, il faut, si on dit fille vulnérable, c'est stigmatisant ou défavorisé. Donc, on préfère dire une fille qui est sur la mauvaise voie parce que la vie qu'elle a actuellement ne correspond pas à ses besoins et à l'âge qu'elle a. Donc, si, comme un exemple, je le disais, il y a des pays qui disent que la fille doit être scolarisée à l'âge de 6 ans jusqu'à ce qu'elle ait pendant 8 à 12 ans. C'est-à-dire qu'elle va à l'école à l'âge de 6 ans, elle doit rester à l'école jusqu'à ce qu'elle ait atteint 18 ans. Donc, s'il y a une fille qui n'a pas accédé à cela, ce qui veut dire qu'elle n'est pas sur la bonne voie, elle est sur la mauvaise voie. Donc, si je vais vous demander si vous pouvez me donner quelques exemples de ce que, à travers cette explication de mauvaise voie, si vous pouvez me donner des exemples de filles qui sont sur la mauvaise voie dans le contexte ivoirien, surtout dans les zones où vous travaillez. Allô? Oui, allô? On pourrait citer les grossesses précoces, surtout en milieu scolaire. Les grossesses. Donc, ça, c'est les filles qui sont en milieu scolaire, mais qui ont contracté une grossesse. C'est une fille qui est en mauvaise. Vous pouvez nous dire pourquoi vous pensez qu'elle est sur la mauvaise voie? Parce que logiquement, certaines prennent des grossesses à 12 ans, 14 ans. Or, l'école, la politique de l'école obligatoire en Côte d'Ivoire, voilà, estime que voilà, cette fille-là devait pouvoir aller jusqu'à la classe minimum de 3e. Voilà. Or, en cours de route, en 5e ou en 6e, elle prend une grossesse. Voilà. Ça, c'est une mauvaise voie. C'est la mauvaise voie. Quelqu'un d'autre peut donner un exemple? Il y a également la toxicomanie. Hein? La toxicomanie, excellent. Les filles qui tombent dans la toxicomanie. Ce qu'il faut savoir, c'est vrai c'est Population Council qui fait la présentation, mais il faut savoir que quand vous donnez des exemples de vos contextes, ça va mieux nous aider dans la formation par rapport au girl roster. Donc, j'invite tout le monde, il n'y a pas de question de celui qui ne connaît pas, tout le monde peut contribuer à donner des exemples. Et s'il y a des éclaircissements, quelqu'un d'autre peut aider. Donc, je vous invite à partager vos expériences dans votre travail. Donc, si vous avez un autre exemple à partager. Bon, d'abord, qu'il me soit permis de... Qui parle? C'est Félix Yao, okay. le coordinateur programme d'éducation financière. Alors, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, un phénomène nouveau, voilà, est né et prend donc une ascendance au niveau des écoles.
où les jeunes en général et les jeunes filles en particulier, parce qu'elles n'échappent pas à ça, voilà, ça donne, on va dire, la drogue. Oui, à la drogue. Donc, du coup, ça a un impact négatif sur le rendement scolaire. Voilà. Donc là, elle tombe sur la mauvaise voie. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, merci beaucoup de cet exemple, c'est très important à souligner parce que l'usage de la drogue, ça a été montré que ça peut conduire à des conduites mauvaises, c'est-à-dire que la personne ne pourrait pas ne se protégera pas sexuellement. Elle pourrait avoir contracté une grossesse, elle peut contracter le VIH avec l'usage des aigus et aussi elle peut attraper d'autres STI ou des grossesses non désirées. Donc, c'est un très bon exemple à illustrer. Donc, on va continuer. Maintenant, on va essayer de voir. On va essayer de dessiner un cercle ici qui va représenter vos zones. Si je prends ce cercle, on dit que c'est une zone où vous travaillez. Maintenant, quand est-ce qu'une fille est censée aller à l'école en Côte d'Ivoire? À quel âge? Ben, disons que... 6 ans. Pardon? 6 ans. Non. L'âge requis pour aller à l'école. Bon, déjà, il faut dire qu'il y a le préscolaire. Hein. Dans le cheminement, vous avez le préscolaire, c'est-à-dire la maternelle, les 3-6 ans. Okay? Et puis après, vous avez le primaire. Ensuite, le secondaire. Voilà, on estime que à 6-7 ans, l'enfant devrait pouvoir être au primaire et qu'à 12 ans, il doit pouvoir se retrouver au niveau du secondaire. Voilà, et qu'il puisse finir donc le cycle secondaire autour de 17-18 maximum pour ensuite aller vers les grandes écoles et les universités. Ok, maintenant, je suppose que 3 à 9 ans, ce n'est pas obligatoire pour tous les parents, c'est-à-dire c'est tous ceux qui ne peuvent pas s'offrir. Mais quel est l'âge requis même? C'est 6 ans? 6-7 ans. Ouais, sinon c'est normalement 7 ans. Okay. Voilà. Ok, 6-7 ans. Ok. Selon la loi ivoirienne, à quel âge une fille peut commencer c'est-à-dire peut être mariée? Selon la loi ivoirienne. Selon la loi ivoirienne, logiquement, c'est quand elle est majeure. Et majeure, c'est quel âge? Oui. Disons que, on va dire 18 ans, à partir de 18 ans pour la jeune fille. Ok, 18 ans. Ouais. Les autres aussi, vous pouvez contribuer si vous voulez. 18 ans. Maintenant, à quel âge? On a dit que la fille, en Côte d'Ivoire, on demande aux enfants de commencer 6-7 ans l'école. À quel âge ils doivent finir le cycle lycée? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça dit 17-18 ans. 17-18 ans. Ok. On va dire ici aussi 17-18 ans, elle peut se marier. 17-18 ans, elle doit finir l'université. Ouais, à partir de 18 ans, logiquement, elle va à l'université. Elle va à l'université. Voilà. On ne parle pas des jeunes filles, on va dire, qui... Parce qu'il y a certaines qui arrivent à l'université un peu plus tôt que ça. Mais sinon, dans la généralité, oui, à partir de 17 ans, 18 ans, la jeune fille doit rentrer à l'université. Donc, normalement, une fille doit rester à l'école, c'est-à-dire à partir de 6 jusqu'à ses 18 ans, moins elle est au lycée. Donc, ça, c'est le cycle de vie. Maintenant, quel est l'âge obligatoire pour commencer à travailler? C'est-à-dire l'âge requis pour pouvoir travailler? Bon, c'est la majorité. Donc, on va dire 17-18 ans pour les jeunes filles, les hommes à partir de 21 ans, logiquement, entre aussi 21 ans. Mais je pense que généralement, il y a certains qui finissent vite, qui excellent bien à l'école et donc rapidement obtiennent leur diplôme, ça leur permet de pouvoir commencer à travailler un peu plus tôt. Voilà. Donc, mais dans la loi, on veut dire dans la loi maintenant,
18 ans quand même, c'est-à-dire pour éviter le travail des enfants. Il y a un âge requis à laquelle chaque enfant doit... À 18 ans, oui, à 18 ans, l'enfant peut travailler. Voilà. Okay. Donc maintenant, ce qu'on va vous dire, maintenant quand on regarde ça, en Côte d'Ivoire, il est requis que la personne commence l'école entre 6 et 7 ans. Mais une fille qui va commencer l'école à l'âge de 9 ans, est-ce qu'elle est sur la bonne voie? Non, elle est sur la mauvaise voie quand on comprend que la mauvaise voie, non. Elle n'a pas décidé, elle, d'aller à l'école à 9 ans. C'est la société. Donc, la cellule familiale qui l'a amenée à l'école à 9 ans. On l'a poussée déjà sur la mauvaise voie. Ok, donc il faut savoir quand être sur la mauvaise voie, c'est n'avoir pas été à l'école à l'âge requis. Une fille, on dit aussi le mariage c'est 18 ans. Une fille qui va se marier à 16 ou 17 ans, elle est sur la mauvaise voie parce qu'elle n'a pas l'âge de se marier d'abord. Ou bien une fille qui a commencé à travailler à l'âge de 12 ans, elle est sur la mauvaise voie parce que toutes les ressources dont elle aura besoin entre cet âge-là, elle n'aura pas ça. Une fille aussi qui a commencé à l'école de 6 à 7 ans, mais abandonné avant d'arriver au lycée, elle est sur la mauvaise voie. Donc, ça, c'est un peu expliquer le concept d'être sur la mauvaise voie dans le contexte ivoirien, c'est-à-dire ce que la loi demande, ce qui est requis dans la communauté. La fille n'a pas tout ça à l'âge approprié. Comme on l'a dit encore, ça peut être qu'elle est à l'école, mais elle est en retard par rapport aux autres. Normalement, à 9 ans, si tout va bien, elle doit être en classe de 3e ou 4e année. Mais si elle se trouve toujours en classe de 2e année parce qu'elle a redoublé, elle peut être sur la mauvaise voie. Donc, ça, c'est un peu sur ce qu'on voulait dire par être sur la mauvaise voie. C'est-à-dire, au moment approprié, la fille n'a pas tout ce dont elle a besoin. Et il faut comprendre maintenant, on va voir les pourcentages. Ça vient de l'enquête démographique de 2012. C'est le seul qu'on a pu avoir sur le site. Et il faut voir, ça c'est le pourcentage de... ici, on parle de l'expérience vécue des filles en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans qui ont été mariées avant l'âge de 15 ans. Donc ça, c'est le pourcentage par zone. Si vous voyez, la zone en bleu, ça c'est 3,9%, entre 3,9% et 8,5%. Donc ça, c'est le nombre de filles qui sont sur la mauvaise voie. C'est-à-dire qu'elles ont été mariées avant qu'elles n'aient atteint 15 ans. Elles ont été mariées quand elles étaient enfants. Donc sur le graphe, est-ce que vous pouvez me montrer la zone là où il y a plus de mariage d'enfants par rapport aux autres zones? Quand vous regardez le graphe, le pourcentage est en bas. Anna? Comme je disais, tout le monde peut participer. Oui. Vous pouvez prendre la parole. Ici, voilà les pourcentages. Ça, c'est la carte de la Côte d'Ivoire qu'on a vue avec l'enquête démographique de 2012. Et vous allez voir, les couleurs sont là par densité de mariage d'enfants avant 15 ans. On n'a pas entendu les dames parler, mesdames. Oui, Madame Dubois, donnez la réponse. Mariam, la zone la plus touchée par le phénomène. Quand vous regardez le graphe, la carte ivoirienne. Il faut le dire. J'entends mal. Alors, vous m'entendez? Oui, oui, mais c'est un peu loin. Un peu loin. Ça va maintenant? Oui, ça va. Hein? Ok. Je disais que la zone pratiquement la plus touchée est la zone du Nord, surtout celle de la couleur mauve. C'est en quelle couleur? Parce que je ne maîtrise pas la carte. Moi, ce que je vois ici, là, c'est mauve. Non, c'est orange. Bon, disons orange. Orange, rouge, voilà. Orange. Donc, c'est ça qui a le plus de pourcentage. Donc, c'est la zone où il y a plus de filles qui sont sur la mauvaise voie comparée aux autres zones. Ensuite, si vous regardez ici, ça c'est aussi un graphe qui explique le pourcentage des femmes âgées de 20 ans à 24 ans qui ont été mariées avant l'âge de 18 ou 15 ans. Quand vous regardez les statistiques nationales,
Il y a les filles, c'est trop élevé ici, qui sont mariées avant 18 ans. Ça, c'est plus élevé que celles qui ont été mariées avant l'âge de 15 ans. Et aussi, quand vous voyez les zones rurales, qu'est-ce que vous remarquez par rapport aux zones rurales et aux zones urbaines? Si c'est Zi qui parlait ou bien c'est Mariama qui parlait? Non, c'est Daniel. Madame Daniel. Ok, si Zi ou Mariam peuvent prendre la parole pour que ça soit un peu plus participatif. D'accord. Si vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous remarquez en regardant, en comparant les zones rurales et urbaines par rapport au mariage avant 15 et 18 ans des filles. Ici, dans cette partie, il faut voir l'orange, c'est les filles qui ont été mariées avant 18 ans. Avant 15 ans, c'est en bleu. Quelle différence vous remarquez entre les zones rurales et les zones urbaines? Je peux? Je prends la parole? Oui, oui, allez-y. On constate qu'en zone rurale, le taux de jeunes filles mariées avant 15 ans est plus élevé qu'en zone urbaine. Donc, vous voyez, si vous vous rappelez, merci beaucoup. C'est qui parlait? C'est Pauline. Pauline, merci beaucoup, Pauline. Si vous vous rappelez, je vous avais montré un graphe qui dit, c'est-à-dire les zones rurales et les zones urbaines. Et les zones urbaines, c'est-à-dire les capitales ou les villages, sont très souvent différentes. Et les filles sont plus sur la mauvaise voie dans les zones rurales. Ça, c'est un exemple qui illustre ça. Vous voyez ici, il y a plus de filles qui ont été mariées très jeunes par rapport aux zones urbaines. Ça, c'est très important à remarquer. Et aussi, par rapport au niveau d'éducation, vous pouvez voir que le niveau d'éducation national, c'est très bas. C'est-à-dire, celles qui ont 18 ans est très élevé par rapport à celles qui ont 15 ans. Donc, ça, c'est un peu celles qui ont atteint le primaire. Vous voyez, il y a plus de personnes qui ont fait le primaire jusqu'à l'âge de 18 ans, plus que celles qui ont 15 ans, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un peu pour vous montrer les filles qui sont dans l'enquête démographique, les problèmes auxquels les filles sont confrontées. Donc, cela s'explique, hein? Ça s'explique par, d'abord, il y a des facteurs, on va dire, culturels, hein? Au nord, souvent même selon les coutumes, la jeune fille, elle est même mariée depuis avant la naissance. Hein. Voilà. Et donc, il y a les facteurs. Les facteurs, donc, on va dire, socioculturels, dont il faudra tenir compte, voilà. Voilà. Et puis, donc, comme on le disait. Puis à l'époque, aussi, il y avait la question de l'accès même à l'école. Ouais, donc, il y avait peu d'infrastructures à l'époque, mais aujourd'hui, ce sont des choses qui ont évolué. Hein, qui ont évolué à beaucoup de lycées et collèges, beaucoup d'écoles primaires ont été donc construites dans le Nord également. Et ça a permis d'accélérer un peu le taux de scolarisation de la jeune fille. C'est ce que vous pouvez constater d'ailleurs sur le graphique ici. Oui, oui. Celles qui n'ont pas de niveau d'éducation du tout sont plus élevées parmi les 18 ans que les 15 ans. Donc, ainsi de suite. Celles qui ont atteint le niveau primaire, ainsi de suite. Donc, merci beaucoup parce que c'est très important à réfléchir à tout ceci. Qu'est-ce qui rend les filles, comme on l'a dit, être sur la mauvaise voie? Il y a des facteurs qui sont là, qui sont indépendants de la fille même. Donc, ici, on va voir le pourcentage de femmes âgées de 20 à 15 ans ayant accouché avant l'âge de 15 ans. Donc, ça, c'est des femmes qui ont eu des enfants alors qu'elles étaient encore, elles n'étaient pas encore majeures. Si vous voyez aussi c'est élevé où? C'est-à-dire quand vous regardez la carte, les grossesses précoces sont élevées où il y a les statistiques en bas ici. Niveau des zones rouges. Non, on peut lire, hein. C'est toi qui n'as pas lu là-bas. Allô? Oui. C'est Mariam qui parle. Hein? Mariam, vas-y.
Oui, je vois que la zone colorée en jaune, c'est-à-dire, on va dire que ça part du centre jusque dans le nord. Jusque dans, ok. Oui, une partie à l'est, on a une bonne partie à l'ouest jusque dans le nord. Ok. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi il y a cette différence? Parce que quand on regarde les zones en bleu ici et ici, c'est moindre parce qu'il y a 1 à 4%. Par contre, comme elle le disait, quand on regarde ici les zones en jaune, c'est de 7 à 9%. Et ici, c'est encore plus élevé, 9% et plus. Donc, selon vous, vous qui connaissez le contexte local, qu'est-ce qui peut expliquer ces différences-là? Le fait que dans ces zones-là, il y a plus de filles qui ont des enfants avant 15 ans, contrairement aux zones en bleu. Vous m'entendez? Très bien, oui. Parce que ici, c'est Mohamedou ou je ne sais pas, c'est M. Zi qui avait expliqué pourquoi il y avait des facteurs du fait que Félix, il y a le fait que les enfants étaient mariés bien avant la naissance ou bien très très jeunes et ça a influencé leur scolarité. Maintenant, si vous connaissez les facteurs qui influencent le fait qu'elles aient des enfants à un âge très bas, si quelqu'un peut me dire, tous ceux-ci sont importants parce que dans l'outil Girl Roster, c'est des choses qu'il faut prendre en compte pour pouvoir atteindre les filles qui ont le plus besoin des programmes. Bon, en supposant que les autres vont compléter l'analyse, il faut regarder le contexte ivoirien comme un contexte qui est très speed, qui est très rapide donc, dans son évolution, avec des jeunes filles qui de plus en plus, de façon très précoce, ont des relations sexuelles non protégées. Voilà. Quand vous regardez que ce soit donc, le nord, de l'autre côté, le nord-est, un peu dans le centre. Alors, si moi je regarde le milieu que je connais le plus, vous allez voir que souvent, ces écoles-là, il n'y a pas d'internat. Ça, c'est où ici? C'est-à-dire que ça soit oui, dans le jaune, même dans le jaune, que ça soit également au niveau du rouge ou orange, je ne sais plus. Mais de façon générale, il faut constater, et j'ai eu la chance de faire en 2014-2015, dans 2013-2014, j'ai eu la chance de faire, on va dire, une mission dans toutes ces zones. Et j'ai pu constater que ce soit à l'ouest, au nord, au centre, à l'est, globalement, les jeunes filles des lycées et collèges, quand elles sont envoyées dans les classes de 6e, elles sont envoyées un peu loin des parents. Et là-bas, il n'y a pas d'internat, donc de structure d'accueil et d'encadrement. Et donc, les jeunes filles, voilà, sont livrées à elles-mêmes. Et la question de la pauvreté aidant, ces jeunes filles n'ont pas toujours les moyens de se prendre totalement en charge. Et très rapidement, elles vont donc tisser ces petits liens, voilà, avec des adultes qui, pour la plupart, effectivement, bien malheureusement, la passent à l'acte et sans protection aucune. Du coup, on enregistre de forts taux de grossesse, surtout en milieu scolaire dans ces zones. Bon, maintenant, pour ce qui est communautaire, je pense que nos amis d'INADES qui travaillent beaucoup plus sur ce secteur pourront en dire davantage. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est des explications très importantes parce que, comme vous l'avez dit, il y a le facteur du manque d'internat et la pauvreté qui font que les filles sont exposées à des dangers qui vont les conduire à être sur la mauvaise voie en commençant. Donc, merci beaucoup, merci vraiment. C'est important de réfléchir à ça quand vous faites vos travaux parce que ça va vous permettre de savoir
quel genre d'intervention mettre en place pour aider les filles et aussi dans quelle zone il faut intervenir. Maintenant, quand vous allez mettre en place un programme qui vise à réduire les taux, c'est-à-dire les grossesses précoces, sûrement vous allez faire plus d'efforts ici comparé à ici, puisque le taux est ce qui veut pas dire que vous n'allez pas intervenir ici, mais s'il faut prioriser, c'est les zones qui ont plus de taux qu'il faut faire. Donc, c'est important de comprendre, pour intervenir, il faut comprendre qu'est-ce qui a conduit à ces problèmes-là pour avoir une solution. Donc, merci vraiment pour ces explications. Peut-être un additif qui va être assez intéressant. Il y a aussi le taux de déperdition. Oui, la déperdition reste encore forte, c'est-à-dire les filles qui sortent du système scolaire, on va dire de façon précoce. Parce que logiquement, elles devaient être dans le système jusqu'à 18 ans, mais il y a un taux de déperdition, c'est-à-dire les sorties du système. Celles qui arrêtent les études avant l'âge normal. Allô? Oui, alors je vous entends. Voilà. Donc, voilà. l'abandon scolaire aussi favorise. Oui, parce que je voudrais peut-être resignifier. Nous n'allons pas à 18 ans parce que l'école obligatoire, si vous voulez, c'est de 7-16 ans. Voilà, l'école obligatoire, c'est 7-16 ans. Voilà. Et donc, avant 16 ans, entre 10 et 15 ans, beaucoup de jeunes filles sortent du système scolaire. Et il n'y a pas de structure qui les accueille. Celles-là, voilà, bon nombre se retrouvent donc en milieu rural, comme en milieu urbain, et désœuvrées. Voilà. Et souvent, elles ont recours, on va dire, à des rapports sexuels non protégés avec des amis, avec, voilà. Et tout ceci explique que dans ces zones-là, vous avez effectivement un fort taux. Voilà. Ok. Merci beaucoup, vraiment. Ok. On va continuer toujours avec l'expérience vécue des filles en Côte d'Ivoire. Il faut voir les filles qui sont entre 10 à 14 ans, qui fréquentent l'école. C'est-à-dire, quand on regarde ici, les filles qui sont en classe et qui sont dans la bonne classe, c'est-à-dire la classe qui correspond à leur âge selon le standard ivoirien. C'est-à-dire, le taux, c'est 39,3%. Et dans les zones, vous allez voir qu'en zone rurale, c'est moins élevé que dans les zones urbaines. C'est-à-dire les zones urbaines, il y a plus de filles de 10 à 14 ans qui vont à l'école comparé aux zones rurales. Et quand vous regardez les centres et les centres S aussi, vous pouvez voir que les chiffres diffèrent. Donc tout ça, comme je le disais, c'est important dans la programmation d'avoir des statistiques nationales ou sous-régionales ou les statistiques locales qui vont vous aider à décider. Quand vous voyez, par exemple, à Abidjan, c'est même plus élevé que le statut et les statistiques nationales. Voilà, ça c'est 53,6%, alors que le taux national c'est 39,3%. Et comme vous avez eu à expliquer, sûrement ça s'explique par la pauvreté et aussi le fait qu'ils sont dans les milieux ruraux. Et aussi, il faut voir, quand on regarde cette colonne, ça c'est les filles qui sont à l'école, mais qui ne sont pas dans la bonne classe. C'est-à-dire la classe ne correspond pas à leur âge. Quand vous regardez ça, c'est 22%, 22,6%. Et dans la ville d'Abidjan, c'est un peu moins élevé, ça c'est 12,8%. Maintenant, dans les zones rurales, c'est très élevé comparé aux zones urbaines. Donc ça, c'est les statistiques des filles qui sont à l'école, mais qui sont sur la mauvaise voie parce qu'elles sont dans la classe qui ne correspond pas à leur âge. Alors, je voudrais poser une question. Ces statistiques-là datent de quand? C'est l'enquête démocratique de 2012. Waouh. EDS 2012. Non, je crois qu'on va vous aider à actualiser vos données. Ça aiderait vraiment parce que j'ai regardé, la dernière fois que j'ai regardé en ligne, c'est le 2012 que j'ai pu accéder. Comme vous pouvez voir, c'est en anglais. C'est de l'UNFPA, c'était en anglais. Donc, ça aiderait d'avoir une version plus récente. Et comme je le disais,
Ça peut beaucoup vous aider dans ce que vous faites aussi, comme ça, vous allez voir les tendances. Donc, voilà les filles qui ont abandonné l'école. Si vous voyez, c'est 38,1%. Et Abidjan, c'est 33%. Toujours, il faut remarquer, en ce qui concerne Abidjan et les statistiques nationales, Abidjan est moins élevé. Mais quand il s'agit de celles qui sont à l'école, Abidjan est plus élevé. Donc, sûrement, comme je l'ai dit, dans les zones urbaines et les zones rurales, c'est différent. Maintenant, on va continuer toujours avec les adolescentes. Il faut savoir que dans cette image, c'est pour savoir où investir. Ça vient du Guatemala. Donc, il faut voir maintenant, vous allez voir quand une fille est née, elle est scolarisée, elle va à l'école. Mais quand elle quitte cet âge-là, 10 ans jusqu'à, elle arrive à 16 ans, vous voyez, ça descend, la courbe descend. Il y a moins de filles qui sont à l'école. Ça descend à 10%. À partir de 70 et quelques pourcents, ça descend. Donc, ça fait moins de filles à l'école. Mais vous allez voir que les filles mariées en tant qu'enfants, c'était un peu moins élevé, de 12 ans. Entre 10 à 13 ans, c'était moins élevé, mais la courbe remonte. Ici, ça se croise, la déscolarisation se croise avec le mariage des enfants. Donc ça, c'est une période qui est très critique. Comme je le disais, c'est-à-dire cette zone-là, la puberté, qui fait que les filles ont tendance à être sur la mauvaise voie. Et ça, celles qui ont un enfant aussi, vous voyez, la scolarité baisse, mais aussi il y a des filles qui ont des enfants vers les 18 et 19 ans. Donc ça, c'est très important à voir parce que, comme on l'a dit, l'adolescence et surtout la puberté contribuent à faire que les filles ne sont pas dans le système et surtout les programmes qui peuvent les aider à résoudre ces problèmes dont elles font face. Donc, il faut commencer par les filles pour les voir. Les filles sont une population cible clé pour beaucoup d'initiatives d'autonomisation et de santé. Alors que même si on les met au centre, sans effort de recrutement intentionnel, c'est-à-dire intentionnel, c'est quoi? Toutes les statistiques qu'on vient de voir, ça nous permet de voir quelle est la population de filles qu'on veut atteindre, quel est le groupe de filles qu'on veut atteindre, elles sont entre quel âge, quels sont les problèmes dont elles sont confrontées. Donc, on ne va pas juste mettre en place un programme, mais on va prendre en compte tous ces efforts et on va viser ces filles-là. Donc, avec un recrutement intentionnel, dans la conception intentionnelle, on peut les atteindre. Donc, les filles les plus démunies peuvent être laissées pour compte si on ne fait pas cette tactique. Donc, il faut voir aussi, certains programmes font la capture d'élite, ce que je vais expliquer dans les prochaines slides. Et ce sont en fait les plus privilégiés qui bénéficient de ces programmes. C'est-à-dire quand les programmes sont mis en place, très souvent, s'ils les mettent dans les zones où le taux de mariage est moins élevé, ou bien les filles les plus, comme on l'a montré dans les images, les filles les plus vulnérables, les filles qui ont des problèmes, les filles qui sont sur la mauvaise voie, n'atteignent pas très souvent ces programmes, soit par manque de ressources, ou bien parce que aussi elles ne peuvent pas accéder ou elles ne connaissent même pas l'existence de ces programmes-là. Donc, les programmes qui sont désignés pour aider les adolescents finissent par capturer seulement l'élite qui en ont moins besoin. Donc, la conception des programmes basés sur les informations qui recouvrent l'univers global des filles et jeunes femmes dans une région sont plus susceptibles d'atteindre celles qui sont socialement exclues que les programmes qui reposent sur un recrutement basé sur la demande. C'est-à-dire les programmes qui sont spécifiques là, qui ont un but global, qui ont des informations, qui ont des statistiques, vont avoir plus d'effet que des programmes qui ont été mis en place juste parce qu'on veut faire quelque chose pour les filles. Donc, c'est pourquoi les statistiques, les données sont importantes à regarder. Maintenant, il faut voir, comme on le disait, la puberté, c'est très important à voir. Et si vous voyez, quand on parle de puberté, les facteurs qui appauvrissent les filles, il y a la puberté qui arrive à un moment où les gens ne s'investissent pas beaucoup dans la vie des adolescents, ce qui entraîne la perte de contrôle sur leur santé, surtout en matière de sexualité et leur fécondité. Et aussi, il faut comprendre que l'exclusion sociale intensifiée, y compris la non-scolarisation, la scolarisation non adaptée à l'âge. Parce que quand une fille n'est pas scolarisée, elle n'aurait pas le temps de socialiser avec les autres, elle n'a pas de ressources pour pouvoir se céder. Donc, il y a l'exclusion qui arrive. Elle n'a pas de temps à interagir avec les professeurs ou les camarades. Donc ça, quand ça arrive, comme on a vu,
dans l'abandon scolaire, ça peut beaucoup impacter la fille. Et aussi, le faible lien entre l'achèvement de la scolarisation dans les secondaires et les revenus. Donc, très souvent, les filles ne finissent pas l'école secondaire ou même quand elles finissent, elles finissent par ne pas continuer les études ou bien elles n'ont pas assez de revenus pour prendre soin d'elles. Et aussi la difficulté à contrôler les revenus et d'autres compétences. Et même souvent parce qu'elles n'ont pas d'éducation financière, ça fait que même si elles ont des revenus, elles ne pourront pas les investir ou bien elles n'ont même pas de compétences pour travailler et avoir des revenus. Donc, c'est important d'avoir tous ces facteurs-là. Et aussi, le partage du sport proportionné associé à un fardeau de dépendance croissant se réduit potentiellement aux dépenses et augmentation de revenus. Très souvent aussi, ça, c'est des filles, surtout si elles tombent enceintes, ça va ajouter plus de dépenses parce qu'elles doivent prendre soin de leurs enfants et d'elles-mêmes. Donc, tous ceci sont des facteurs qui font qu'elles sont sur la mauvaise voie et ça aggrave la situation. Maintenant, on va demander si chacun de vous, bien par organisation, chacun peut nous dire dans quelle zone votre organisation intervient et aussi dans cette zone, quelles sont les filles vulnérables. C'est-à-dire les filles qui sont sur la mauvaise voie. Qui sont-elles? Quelles sont leurs caractéristiques? Si chacun peut essayer de nous dire un peu ça. Quand on regarde la carte, par exemple. Vous m'entendez? Oui, je pense qu'on entend. Donc, PEF, on commence par le PEF ou l'INADES? C'est comme vous voulez. OK. Donc, Mariam, est-ce que vous pouvez commencer par INADES, s'il vous plaît? Je vais unmuter Mariam. Elle est sur mute. Mariam? Elle a perdu la connexion. Si le temps que Mariam reprenne, si quelqu'un d'autre peut parler. Oh. Je vais prendre la parole. Bon, sur le moment, ça sera difficile de donner des chiffres parce qu'il faut quand même faire une petite recherche. Mais pour... non, en fait, je vais un peu expliquer. Il ne s'agit pas de donner des chiffres. Okay. On a donné d'exemples de filles qui sont sur la mauvaise voie. Sur la carte, vous nous direz où vous travaillez et quelles sont, selon vous, les filles qui sont sur la mauvaise voie. Quelles sont leurs caractéristiques? Ok. Bon. On vous entend très mal. Là, c'est bon? Oui, là, ça va un peu. C'est bon? Là, ça va. Ok, donc je disais qu'on travaille dans la région des Savanes, dans la vallée du Bandama, dans la région de Sassandra Marawe, dans la région des Lagunes. Bon. De par mon observation personnelle, je peux dire que dans la zone des savanes, les jeunes filles, les filles qui sont sur la mauvaise voie sont des filles qui sont mariées à un âge précoce et qui ont aussi des enfants très tôt. Elles ont les pesanteurs socio-culturels font que beaucoup de filles dans cette région ne sont pas scolarisées. Et il y a aussi le facteur, je peux dire, de soutien à la famille qui fait que la plupart d'entre elles ne sont pas scolarisées parce qu'elles sont affectées aux tâches ménagères ou bien elles aident les mamans dans les plantations.
Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire concernant les filles, les jeunes filles des zones où nous intervenons. Donc, il y a les facteurs de non-scolarisation, grossesse précoce, ou aussi abandon scolaire parce qu'elles doivent aider la famille, ce qui, je suppose, est lié à la pauvreté. Oui, bien sûr. Oui. Ok, merci beaucoup, Pauline. Si l'autre organisation aussi veut parler un peu de la zone d'intervention ici, quelles sont les filles vulnérables? Et avant ça, Pauline, est-ce que vous pouvez nous dire l'âge en général de ces filles-là, qui sont des filles sur la mauvaise voie? La tranche d'âge, entre quel âge et quel âge? Bon, je dirais plus entre 14 et 16 ans. 14-16 ans. Ok. Donc, 14-16 ans qui sont pauvres, qui sont souvent déscolarisés, qui sont souvent mères très jeunes. Et donc, ça, c'est les filles qui sont sur la mauvaise voie dans la zone où vous intervenez. La prochaine organisation. Bon. Bien. Nous, Allô? Oui, allô. Alors, le programme d'éducation financière est un programme national qui couvre ces différentes régions à travers les directions régionales de l'éducation nationale. Voilà. Et donc, je crois que ce que Pauline a dit rejoint totalement les constats qui sont faits. D'abord, il y a une question de non-scolarisation, de déscolarisation. Il y a la question de la pauvreté. Et à côté de cela, oui, il y a qu'à un moment donné, toujours en relation avec la pauvreté, les jeunes filles sont obligées de quitter beaucoup plus vite l'école pour faire quelque chose afin de soutenir donc, les familles. Voilà. Et puis, à côté de cela, n'oublions pas également que, c'est vrai, la technologie présente ces beaux aspects, mais derrière ça aussi, il y a son impact quelquefois négatif sur la vie des jeunes filles. Oui, les réseaux sociaux se retrouvent sur les réseaux sociaux et sans encadrement. Voilà. Et en général, ça, c'est dans quelle zone? Les problèmes avec les réseaux sociaux? Ça, c'est beaucoup plus vers le sud. Vers le sud, qui est urbain ou bien rural? On a la chance quand même en Côte d'Ivoire d'avoir une couverture de plus en plus très large en matière d'Internet. Et donc, les jeunes filles en milieu rural, généralement, ont accès à Internet. Et c'est de ce côté-là que souvent, voilà, elles copient très mal ce qu'elles voient en ligne. Voilà. Sinon, globalement, en milieu rural, ce sont les mêmes constats. Scolarisation, non-scolarisation. Ensuite, déscolarisation. Ok. Merci beaucoup, M. Yao. Mariam veut ajouter quelque chose? Oui. Moi, mon constat est en fait au niveau de l'accès à l'information. La formation. Lorsqu'on parle de grossesse, dans quelle zone? À l'est, où il y a une très forte concentration. Dans une bonne partie du sud, c'est-à-dire Lagune, la zone en orange, je pense que tout part de l'information. Mais il ne faut pas que l'information soit seulement destinée aux personnes qui ont été à l'école, les personnes qui sont lettrées, les personnes qui ont un niveau scolaire. Il faut que, pour diminuer tous ces indicateurs que nous voyons dans le tableau, il faudrait que l'information aille dans les endroits les plus reculés, dans nos langues locales, expliquer le bien fondé, et puis ensuite vient comment accompagner efficacement pour éviter que ces taux-là ne s'élèvent. Aussi bien dans le milieu scolaire, donc l'information doit toujours être de mise. Ensuite, dans les zones rurales,
qui peut-être peuvent être plus lésées parce que peut-être elles n'ont pas le niveau requis ou très tôt ont abandonné l'école. Donc, il faudrait que l'information passe véritablement à tous les niveaux. Au fur et à mesure que l'information passera, les mesures d'accompagnement, je pense qu'on verra ces taux-là diminuer véritablement. Ok. Donc, si je comprends aussi, le manque d'information fait que les filles tombent très souvent sur la mauvaise voie. Oui. Donc, ça, c'est important. Vous allez comprendre pourquoi ces informations sont importantes. On va essayer de continuer. Maintenant, voilà une carte. Quand je vous demande à vous où vous travaillez, sûrement vous allez parler du district ici. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que quand on parle de communauté, vous voyez tout ceci comme votre communauté d'intervention. Et aussi, ça se résume à ça. Quand on regarde encore, dans l'année, on va demander à quelqu'un qui travaille dans cette zone, tout ceci va être sa communauté d'intervention. Mais ce qu'il faut comprendre, quand on demande à une fille de délimiter sa communauté, elle ne va pas te parler de la lagune ou bien du centre du Nord, mais elle va te parler d'une zone spécifique. Et dans cette zone spécifique, ce n'est même pas très souvent son quartier. Quand on dit à une fille de nous dire où elle se trouve, elle ne va pas où elle se sent en sécurité, où elle pense que c'est sa communauté. Ce n'est pas le quartier tout entier qui est sa communauté. Il y a une zone bien déterminée qui est sa communauté. Donc, elle nommera une plus petite partie de cette zone dans laquelle vous travaillez. Donc, ça, c'est parce que tout l'espace n'est pas accessible aux filles lorsque nous parlons de communauté accessible à pied. Communauté accessible à pied, je vais vous expliquer un peu. Quand on parle de communauté, très souvent accessible à pied, on imagine une distance. Bien donnant, on se dit qu'on peut marcher, on peut aller d'un coin à l'autre. Mais pour les adolescents, c'est différent, c'est un concept qui est différent. Vous allez voir ici, ça c'est une communauté. Mais on a remarqué que quand les filles sont de 8 à 9 ans, c'est-à-dire, vous allez voir tout ceci avant qu'elles n'atteignent la puberté, la zone bleue. Ça, c'est la zone où elles sont libres d'aller partout, à tout moment où elles veulent. Mais on a remarqué qu'avec la puberté, les zones se sentent restreintes, c'est-à-dire ça devient encore plus petit. Les zones où les filles se sentent en sécurité, ça devient un peu plus petit avec la puberté. Quand vous voyez, comparé aux garçons aussi, quand on demande aux garçons la communauté accessible à pied, voilà, tout ceci pour lui, c'est la communauté accessible à pied, comparé à la fille. Mais quand vous voyez les filles du même âge, 14-16 ans que ces garçons, leur communauté accessible à pied, ça c'est 14 à 16 ans, les filles à cet âge-là, comparé à ici, vous voyez, il y a plus de zones où elles voyaient qu'elles peuvent aller en sécurité ou tout. Mais après, à 14-16 ans, ça s'est restreint, c'est devenu une communauté plus petite que ce qu'elles s'imaginaient. Et ça, c'était une étude qui a été faite en Sud-Afrique. On a remarqué que les garçons avaient plus de zones où ils peuvent aller, où ils peuvent accéder. Imaginez que vous dites que voilà, il y a une fille qui est dans la... Supposons que ça, c'est Lagune. On dit Lagune, n'est-ce pas? Je vais mettre mon programme ici. Ça, c'est la communauté de la fille. Mais il se trouve que la fille, elle, si le programme est là, elle ne pourrait pas accéder. Pour elle, ce n'est pas sa communauté parce qu'elle ne peut pas accéder en toute sécurité. Donc, si le programme sort de cette zone-là, toutes les filles qui sont dans cette zone ne pourraient pas bénéficier du programme qui se trouve ici. C'est pareil ici. Mais il faut que le programme se trouve dans la communauté où la fille pense que c'est une communauté accessible à pied. Maintenant, quand on parle de communauté accessible à pied, il faut savoir qu'il ne s'agit pas de communauté qui ne nécessite pas de moyens de transport. C'est-à-dire c'est une communauté où la fille se sent à l'aise, où elle pense qu'elle est sans danger. Maintenant, quand on parle de communauté accessible à pied, c'est important dans la programmation parce que, comme je l'ai dit, si tu installes un programme dans une zone qui n'est pas accessible à la fille, elle ne pourrait pas bénéficier. Il se trouve que vous pensez que c'est là que je mets mon programme, elle va venir. Mais tant qu'on ne se concentre pas sur la communauté accessible à pied, on ne pourrait pas atteindre les filles. Pour comprendre les réalités des filles et des jeunes femmes, l'équipe du programme doit se concentrer sur leur accès réel aux ressources au sein de leur communauté accessible à pied encore, c'est-à-dire des ressources et des structures qu'elles peuvent atteindre à pied et qui leur fournissent une sécurité personnelle en leur permettant d'exprimer leur pouvoir.
Leur communauté devrait être définie non seulement par les frontières physiques, mais aussi par les personnes et les ressources qui déterminent leur espace social. Même si la fille peut accéder physiquement à pied, quand elle va, elle ne se sent pas à l'aise dans la zone. Supposons que oui, sa maison n'est pas loin du marché. On va mettre un programme au bord du marché, mais la fille, elle ne se sent pas à l'aise d'aller vers le marché, soit parce qu'elle se sent en danger quand elle va là-bas, ou bien parce qu'il y a des personnes qui la mettent en danger, elle ne veut pas aller. Donc, communauté accessible ne veut pas dire seulement physiquement accessible, mais en matière de sécurité et en matière de est-ce que la fille se sent à l'aise ici ou pas. Donc, c'est très important à savoir. Et l'accessibilité, quand on dit communauté accessible à pied, comme je le dis, ça varie pour un garçon comme pour une fille. Je me rappelle très bien d'une fille qui disait, elle avait 13 ans, son petit frère avait 11 ans, mais quand elle devait sortir la nuit, son papa disait toujours à son petit frère de l'accompagner, parce que là, elle sera moins en danger quand elle est avec les garçons. Il y aura moins de dangers auxquels elle sera confrontée. Mais à chaque fois qu'elle sort seule, il y a des gens qui vont essayer de l'adresser la parole ou bien la toucher. Là, elle ne se sent pas, même si c'est accessible à pied physiquement, ce n'est pas une communauté accessible pour elle. Donc, ça, le temps, le lieu et aussi la sécurité de la personne. Quand on parle de programmation, c'est important de prendre en compte. Comme vous voyez, c'est à quoi ressemblent les espaces dans lesquels les adolescents et les jeunes se déplacent. Donc, ça diffère selon le genre, selon les circonstances sociales. Une communauté accessible pour une fille aisée est différente d'une communauté accessible pour une fille qui n'est pas du tout aisée. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Donc souvent, quand les programmes sont mis en place, ça peut faire l'exclusion parce que très souvent, les programmes sont mis ici, mais ils doivent prendre en compte, ils doivent être géographiquement adaptés aux filles et qui correspondent, comme je l'ai dit, à leur communauté accessible. Et surtout, ça doit être des recrutements intentionnels plutôt que sur demande. Sur demande, c'est quoi? Le recrutement à la demande repose sur l'approche. Si vous fournissez, elles viendront. C'est-à-dire, on va mettre un centre, les filles vont venir parce que c'est dans leur communauté. Mais comme je l'ai dit, elles peuvent ne pas venir parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise dans ces communautés où on a installé. Donc, les filles qui sont capables de participer, de prendre l'initiative de se présenter au programme, finissent par être bénéficiaires. Si une fille pense qu'un programme n'est pas accessible pour elle, vous l'avez construit sans prendre en compte le fait qu'elle puisse accéder à des aires propices, vous n'avez pas pris ça en compte, le programme va être là, ça va être fourni, mais ça ne va pas profiter aux filles qui sont sur la mauvaise voie. Donc ça, c'est très important à tenir, il faut toujours en tenir compte. Donc, comme je le disais, connaître dans vos communautés les espaces qui sont accessibles à pied pour les filles, c'est très important parce que ça vous aide à concevoir les programmes basés sur les besoins et non sur vos hypothèses à vous-même. Et maintenant, on va parler de capture d'élite. Comme on l'a dit, quand on construit un programme sans prendre en compte les besoins des filles, que la communauté est accessible ou pas, on va finir par seulement faire la capture d'élite. Ce qui veut dire que les ressources désignées pour les bénéfices d'un grand groupe sont utilisées par quelques individus qui sont relativement mieux placés socialement, c'est-à-dire les filles qui n'ont pas très souvent le plus besoin de ces espaces-là. Donc, les filles sur la mauvaise voie finissent par ne pas accéder. Donc, dans ce cas, les filles qui ont les moins besoins reçoivent la majorité des avantages des programmes, plutôt que celles qui en ont le plus besoin. Donc, c'est ça le capture d'élite. Quand on met en place un programme, on ne prend pas en compte le besoin et l'accessibilité pour les filles qui sont sur la mauvaise voie. On finit par offrir ça aux personnes qui en ont le moins besoin. Donc, de nombreux programmes au service des jeunes, avec les meilleures intentions, se disent on va faire ça pour les jeunes, servent avant tout celles qui sont les plus privilégiées et manquent les segments des jeunes ayant le plus besoin de ces services-là et de ces soutiens-là. Donc, c'est là on appelle ça inversion de soins. Et ça peut résulter d'un recrutement basé sur la demande et qui attire les jeunes déjà mobiles et capables d'affirmer leur pouvoir. Donc, si on met en place dans une communauté un programme qui ne prend pas en compte les filles sur la mauvaise voie, comment elles accèdent à ces lieux-là, on va toujours offrir ces programmes-là aux filles qui en ont le moins besoin, qui sont capables d'accéder à ces zones-là. Donc, celles qui en ont le plus besoin finissent par ne pas accéder.
Donc, des étapes intentionnelles doivent être suivies pour recruter celles qui sont le moins en mesure d'exprimer leurs souhaits et de participer, c'est-à-dire les filles sur les mauvaises voies. L'organisation d'une réunion de parents pour expliquer les programmes et avoir les approbations peut aussi exclure des filles qui n'ont pas de parents. C'est-à-dire qu'il faut prendre tout ça en compte. Si on décide qu'on va faire un programme, maintenant on va mettre des filles, on va en parler à leurs parents, mais celles qui n'ont pas de parents ne vont pas accéder. Donc tout ça, c'est important de prendre en compte. Et il faut savoir qu'il faut recourir à des stratégies. On va en parler dans la prochaine formation, dans la prochaine séance, de comment il faut faire pour en sorte qu'on recrute intentionnellement les filles. Donc, le programme pour les filles applique rarement des pratiques ciblées et fondées sur des données probantes pour recruter intentionnellement des filles. C'est-à-dire, très souvent, ils se basent sur leurs hypothèses pour recruter les filles. C'est pourquoi le girl roster est très important, parce que ça va être sur des données qui ont été recrutées dans les communautés même, avant de mettre en place les programmes pour éviter la capture d'élite. Maintenant, quand je vous ai un peu parlé d'inversion des soins, quand je dis inversion des soins, je dis que c'est-à-dire les filles qui ont le plus besoin de programmes n'accèdent pas à cela, mais c'est les filles qui en ont le moins besoin qui vont accéder. Donc, ceux qui font face à un peu ou moins de risques bénéficient plus que celles qui font à un plus grand risque. Donc, c'est très souvent ce qui finit par arriver quand on ne fait pas une conception intentionnelle. Maintenant, quand vous regardez cette image, on a pris une communauté bien donnée. Il y a 100 filles, c'est-à-dire il y a 17, les filles qui sont entre 15 et 17 ans et qui sont déscolarisées, il y en a 100 dans la communauté. Maintenant, le programme a recruté 20 filles et aussi envoyé ces 20 filles-là pour dépistage. Ensuite, 10 de ces filles-là sont testées. Parmi ces 10 testés, on a trouvé qu'il y a 2 séropositifs. Selon vous, est-ce que ce programme-là, il a recruté 50% des filles, c'est-à-dire c'est 50% de ces filles qui ont été testées ou bien 10%? Maintenant, je vous pose la question, quand vous regardez ça, quand on parle d'inversion de soins, comme je l'ai dit, c'est les filles les moins loties qui n'ont pas accès à ces programmes. Maintenant, si vous avez une communauté où il y a 100 filles entre 15 et 17 ans qui sont déscolarisées, le programme en a recruté 20 et envoyé ces 20-là pour le dépistage. Ensuite, il s'est trouvé que c'est 10 filles parmi ces 20 qui ont été testées. Ensuite, parmi ces 10 filles, c'est 2 seulement qui ont été trouvées séropositives. À votre avis, est-ce que c'est 50% des filles qui ont été testées ou 10%? Quelqu'un veut prendre la parole? Là-dessous, on ne vous a pas entendu. Daniel, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok. En fait, j'ai du mal à comprendre la question, en fait. Est-ce que vous pouvez répéter un peu pour voir? La question, c'est de voir maintenant, il y a 100 filles dans une communauté, 100 filles qui sont entre 15 et 17 ans et qui sont déscolarisées. Donc, le programme, c'est d'envoyer des filles pour être dépistées pour le VIH. Le programme a pu atteindre 20 filles parmi ces 100 filles de la communauté. Et ils les ont envoyées pour le dépistage pour le VIH. Et parmi les 20 filles, c'est seulement 10 qui ont été dépistées. Et parmi ces 10 filles, c'est 2 qui ont été séropositives. Maintenant, on veut savoir, parmi les 100 filles, est-ce que c'est les 50% des filles qui ont été testées ou 10%? Bon, moi, je pense que c'est 10%. Hein. Parce que, bon, si, juste une explication, parce que si on regarde, bon, de toute façon, même s'ils ont recruté 20 personnes, il n'y a que 10 personnes qui ont été testées. Donc, ce qui veut dire que les autres, ils n'ont pas été testés, n'est-ce pas?
Donc 10% de ceux qui ont été testés, il y a 2 qui ont été séropositifs. Donc, moi, je dirais plutôt c'est les 10% des 100 qui ont été, que le programme qui sont testés, sont les bénéficiaires, en fait. Donc, ça, c'est important à savoir parce que très souvent, on se dit, on a testé, c'est-à-dire le programme. Le problème ne se trouve pas au nombre de personnes, mais c'est au nombre atteint. Parce que le programme n'a été en mesure que d'atteindre seulement 20 personnes. Donc, si on ne mesure pas les bons dénominateurs, ça va toujours avoir des retombées comme ça. On va penser qu'on a atteint 50%, mais en réalité, c'est 10% qu'on a atteint parce que soit au niveau du recrutement, on n'a pas ciblé les bonnes filles, soit la communauté là où on a fait le choix. Par exemple, on a installé le truc de recrutement dans un endroit où les filles ne se sentent pas à l'aise d'aller. Donc, on a fini par recruter seulement parmi ces choses-là. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours inversion de soins, l'emplacement du programme, parce que le design n'a pas été intentionnel, mais ça a été fait parce qu'on pense que oui, c'est nécessaire de le mettre dans la zone. Si vous vous rappelez de cette image, je vais vous ramener. Si vous voyez ici, si le truc de dépistage a été placé ici, sûrement, c'est seulement les filles qui se sentent à l'aise d'aller ici qui vont être dépistées. Le reste ne seront jamais dépistés et on va finir par se dire on a atteint la cible alors qu'en réalité, parce qu'on n'a pas fait une conception intentionnelle, on a fini par ne pas atteindre les bonnes personnes. Donc, seulement les personnes qui sont, c'est-à-dire la capture de l'élite, la personne qui est capable d'aller se faire dépister, qui va aller se faire dépister et qui va être atteint par le recrutement. Si par exemple, on a fait la réunion des parents, on a dit aux parents, venez, on va prendre des enfants pour les dépister. Les filles qui n'ont pas de parents, leurs parents n'ont pas participé, donc elles n'ont pas été recrutées. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand on fait le design, la conception intentionnelle, c'est des choses à prendre en compte pour ne pas faire d'inversion de soins. Maintenant, on va parler de segmentation. Maintenant, il faut comprendre, j'avais parlé de segments tout au long de la présentation. Il faut savoir que l'un des éléments les plus importants à considérer si nous voulons atteindre les bons... On peut poser une question? Oui, allez-y. Oui, je voudrais revenir à la diapo précédente, l'inversion des soins. Oui. Bon, en fait, quand je regarde votre explication, je me demande où est-ce qu'on met l'étape d'échantillonnage, par exemple. Parce que c'est sûr que des fois, on va arriver dans des communautés où la taille de la population ciblée est vraiment grande. On ne peut pas toucher tout le monde et on est obligé de faire un échantillonnage. Dans ce cas, comment est-ce qu'on procède pour vraiment cibler les bonnes personnes? C'est exactement ce que... Merci beaucoup pour la question parce que comme vous l'avez dit, il y a l'échantillonnage. Vous voulez faire un projet, ce n'est pas toutes les filles de la zone qu'il faut prendre. Mais il y a c'est-à-dire une zone où vous voulez vous implanter et il y a des filles que vous voulez cibler. C'est pourquoi il est important d'être intentionnel quand on fait le recrutement. C'est-à-dire, quelles sont les filles qui ont le plus besoin de ça? Par exemple, quand vous installez ces choses-là, vous échantillonnez dans une zone où les filles qui ont le plus besoin ne pourront pas participer. C'est ça le but. C'est même pas, en fait, c'est pas le nombre qui est important ici, c'est les personnes qui ont été recrutées et testées qui sont importantes. Maintenant, si vous vous basez seulement sur le fait que le programme a été installé dans la communauté de ces filles-là, donc on a atteint le but, ce n'est pas le cas, mais il faut voir l'accès des filles, les ressources qui les permettent d'accéder. C'est ça la question, en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu. OK. Vous avez un peu compris? Ah bon, on va y revenir certainement. Parce que ici, vous allez voir, si on ne prend pas le bon dénominateur, on va toujours finir par mesurer ce qu'on ne devrait pas mesurer. Oui, maintenant, oui. le dénominateur ici, ça ne doit pas être le nombre de filles qui ont été testées, mais c'est proportionnellement au nombre de filles qui sont disponibles dans la communauté. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le programme se dit, on a pris 20 filles, donc il y en a qui ont été testées, on a parmi les 20, 10%, c'est 50% de 20, n'est-ce pas? Oui. Donc, si vous vous basez sur cette colonne-là, vous allez penser que vous avez atteint 50% de vos objectifs,
alors que c'est ici que vous devrez vous baser. Le nombre de personnes disponibles dans la communauté qui ont été atteintes par le projet et non le nombre de personnes que vous avez recrutées. C'est pourquoi la conception intentionnelle est importante parce que ça va vous permettre, parmi ces 100 personnes-là, les personnes qui ont le plus besoin d'être testées, c'est celles-là que vous allez prendre. Si vous avez fait un recrutement, comme je le disais, il y a 100 filles, vous avez fait un recrutement, vous avez fait une réunion de parents, les enfants qui n'ont pas de parents ne vont pas être recrutés parce qu'ils n'ont même pas eu l'information. Mais selon vous, vous avez informé tous les parents de la zone, donc tous les parents ont amené les enfants, vous avez testé ces enfants, dit de ces enfants-là, ensuite vous avez eu ce résultat. Vous allez vous baser sur ça pour faire votre évaluation, alors qu'en réalité, c'est ici, mais dès le début, vous avez raté les filles qui en ont besoin parce qu'elles n'ont pas de parents. Vous comprenez? Oui, oui, ça va, c'est bon. Merci. Maintenant, on parle de segments. Comme je le disais, c'est important de considérer la segmentation quand on veut atteindre les filles. Mais il faut comprendre que les filles sont homogènes. Ce n'est pas un groupe homogène. Elles sont très hétérogènes, c'est-à-dire elles ont des caractéristiques différentes. Et comme je l'ai mentionné plus haut, il faut savoir que les filles ne sont pas les enfants, les filles ne sont pas des femmes. Les adolescentes, c'est des personnes qui ont des caractéristiques qui diffèrent de tous ces groupes. Donc, c'est très important car les filles ne constituent pas un seul groupe d'enfants de sexe féminin. On va dire, OK, mon programme veut viser les filles. Donc, moi, je vais, toute fille qui vient, je l'accepte. Mais ce n'est pas le cas parce que tu vas voir, il y a des filles qui sont scolarisées, il y a des filles qui sont déscolarisées, il y a des filles qui sont aisées, il y a des filles qui ne sont pas aisées, il y a des filles qui accèdent à des ressources, il y a des filles qui n'accèdent pas. Donc, il faut toujours voir ça, prendre ça en compte. Donc, il faut, comme je dis, les adolescents ont de différentes caractéristiques et sont confrontés à différents problèmes. Par exemple, il y a une zone que M. Yao, je pense, a expliqué, où les adolescents vont à l'école, mais il n'y a pas d'internat. Si vous vous dites que c'est des filles, on va mettre les mêmes interventions que les filles qui sont dans les zones où il y a les internats. Le programme ne va pas marcher, même si elles sont du même âge et vous pensez qu'elles ont les mêmes besoins, elles n'ont pas les mêmes expériences de vie. Donc, ça peut impacter le programme. Donc, il faut savoir que les filles ont besoin c'est-à-dire ont des défis et des besoins en fonction de leur âge, de leur habitat, c'est-à-dire les zones géographiques où elles sont, et de leur culture, aussi d'autres circonstances de la vie. Par exemple, les filles qui sont dans les zones où on est marié depuis enfant même, on est promis à quelqu'un, n'ont pas les mêmes expériences que les filles qui ne vivent pas dans ce contexte-là. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Si nous devons assurer et prendre en compte les différentes caractéristiques des filles, il faut les différencier, c'est-à-dire différencier chaque groupe d'enfants et chaque groupe d'adolescents et de jeunes femmes. Cela est possible grâce à la segmentation. La segmentation nous permet de voir la différence qui existe entre les groupes de filles, quels sont les problèmes dont elles sont confrontées et comment on peut y faire. Donc la segmentation, c'est la tactique qui nous permet de diviser la population cible en groupes plus petits et plus homogènes, en fonction des caractéristiques clés comme l'état matrimonial, la scolarité, l'âge et beaucoup d'autres choses. Aussi, ça nous permet d'atteindre les bonnes filles, car en fonction des segments, nous développerons différentes techniques de recrutement adaptées à chaque groupe de filles et d'adolescents ou de jeunes femmes. Et ça va nous informer aussi sur comment atteindre les filles. Comme je disais, si on prend un segment de filles qui est marié, on ne va pas les recruter au même titre que les filles qui ne sont pas mariées. Si on prend les filles qui ont 12 et 14 ans, qui sont à l'école, on ne pourrait pas les recruter au même niveau, de la même manière que les filles qui ont 12, 14 ans qui ne sont pas à l'école. Donc, la segmentation, c'est voir les besoins spécifiques des groupes de filles et aussi les classer par ces besoins-là. Voilà un exemple de segment, c'est les filles mariées qui sont entre 14 et 16 ans. Un autre segment, c'est des filles qui sont mères, qui ne sont pas mariées, qui ont 17 à 18 ans. Donc, la segmentation, ça nous permet de voir les filles dans leurs circonstances, ensuite de décider comment on va les recruter, puisque si elles ont des besoins différents, elles vivent dans des zones différentes, elles vivent dans des cultures différentes, le recrutement n'est pas la même chose. Donc, à travers cette explication, si vous pouvez me donner des exemples de segments de filles dans vos zones.
quand on parle de segments, à travers l'explication, si quelqu'un veut donner des exemples de segments de filles, dans les zones où vous intervenez. Par exemple, bon, moi je parle en général, hein, donc je parle pas sous le contrôle des zones d'intervention. Bon, en général, donc quand on parle de segments, on peut considérer que dans une population, que les filles handicapées, par exemple, constituent un segment. Voilà, handicapées de tout genre, handicapés moteurs, visuels et tout ça. Après, les filles qui sont séropositives ou peuvent être un segment. Les filles qui ont des enfants avant leur majorité peuvent constituer des segments aussi. Donc, ce qui est important aussi dans la segmentation, ça ne se limite pas à un seul facteur. Il faut voir le facteur d'âge aussi. Par exemple, vous pouvez faire une segmentation pour les filles qui vivent avec des handicaps. Vous voulez les recruter. On a vu que dans les tableaux, plus les filles avancent vers les 14-16 ans, leur communauté accessible à pied se diminue. Donc, vous dites que mon segment, c'est les filles qui vivent avec des handicaps. Je vais revenir sur l'image pour un peu expliquer ça. Vous voyez, si vous dites que les filles qui vivent avec des handicaps sont les filles qui vont être dans mon segment, vous décidez de les prendre. Mais là où il y a votre programme, c'est ici seulement. C'est-à-dire c'est les filles qui ont 14 à 16 ans qui vont sûrement accéder à ça. C'est-à-dire les filles qui ne peuvent pas venir ici. Supposons que le programme, les filles, il y a des filles qui ne peuvent pas venir ici. Le programme est là. Elles vivent ici. Ou bien, je vais expliquer un peu plus. C'est-à-dire vous avez installé votre programme là où les 14 ou 16 ans qui sont handicapés, votre programme vise des filles handicapées. Mais vous l'avez installé ici. Les filles de 14 ou 16 ans qui pensent qui ne peuvent pas venir ici, elles sont handicapées, mais elles ne vont pas venir ici. Sûrement les filles de 12 à 13 ans qui peuvent venir parce qu'elles peuvent accéder à la zone. Donc, dans la segmentation, il faut prendre l'âge aussi en compte. C'est-à-dire c'est des filles handicapées qui sont entre 14 et 16 ans qui pourraient accéder au programme. Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu. Dans la segmentation, l'âge est important parce qu'avec l'âge, les opportunités pour les filles diminuent. Comme on l'a dit, avec la puberté, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, il ne s'agit pas seulement du statut matrimonial seulement, mais il faut prendre en compte l'âge aussi et aussi les communautés accessibles à pied. D'autres exemples? Quelqu'un d'autre veut donner un exemple? Allô, vous êtes là? On ne vous entend pas. Ah, vous ne m'entendez pas? Oui, c'est qui parle? C'est Pauline? C'est Aïssata. Non, Aïssata, on t'entend. Je parle des autres, INADES et PEF. Est-ce que ce n'est pas Pauline qui essaie de parler? Parce que c'est son micro qui est en mute. Non. Je n'ai pas pris la parole. OK. Quelqu'un d'autre veut donner un exemple de segment? Parce que c'est très important. Allô? Félix, Séna, Mariam, vous êtes là? Ouais, vous nous entendez? Oui, Ah, je pensais que vous étiez en train de dormir. Non, nous sommes là, nous sommes pas là. du tout. OK. Bon. Non, l'école est déjà segmentée quelque peu parce que vous avez des niveaux de classe. Donc, vous avez des niveaux d'études, vous avez des classes voilà, qui sont dans des segments. Voilà. Donc, il faut comprendre aussi, comme il a dit, la scolarité aussi peut constituer un segment. C'est-à-dire, les filles qui sont à l'école constituent un segment, les filles qui ne sont pas à l'école constituent un segment. Vous allez dire, les filles qui sont à l'école, mais qui sont en retard par rapport à la scolarité, peut-être elles ont 12 ans, mais elles sont toujours en deuxième année. Ça, c'est les filles que je vais cibler. Ça, c'est des filles scolarisées
et qui sont sur la mauvaise voie, ça constitue un segment. Ou bien je vais prendre les filles qui sont à l'école, qui sont mariées, ça constitue un segment. Ou bien les filles qui ne sont même pas à l'école, qui n'ont pas d'enfants, mais qui ne sont pas mariées aussi, ça peut être un segment. Donc, le segment, c'est prendre en compte les caractéristiques des filles et les inclure dans un même groupe avec des caractéristiques qui sont pareilles pour toutes les filles qui sont dans le groupe. Quand on fait la segmentation, par exemple, on veut faire un programme, on ne va pas prendre une fille qui est scolarisée, qui a 12 ou 14 ans, la mettre dans un même groupe avec une fille qui n'est pas scolarisée, qui a le même âge. Donc, c'est important à considérer dans la segmentation. La segmentation, c'est surtout voir les caractéristiques qui ont commun au groupe avec lequel on veut travailler. Donc, c'est bon? Oui, vous avez par exemple des filles qui sont musicales. Il y a user, je ne sais pas c'est qui veut parler. Ça n'a pas de nom. C'est assez bon. Ah, d'accord, ok. C'est assez bon. Allez-y. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'au niveau de la segmentation, on peut tenir compte de l'ethnie? Parce que... de quoi? De l'ethnie. De l'ethnie, Oui, parce que je prends un exemple. Généralement, dans nos communautés ici, on a ce qu'on appelle les filles Djoula, qui aiment se mettre ensemble, qui aiment faire les petits commerces ensemble et tout ça. Et puis, bon, on a les filles aussi des autres ethnies qui aussi font aussi leur activité à part. Est-ce que dans le cas d'un programme dans une zone, on peut tenir compte de ces groupes-là? Ok, merci, c'est une très bonne question parce que c'est quelque chose, très souvent, il y a des programmes qui disent que sans différence d'ethnie ou quoi que ce soit, l'essentiel ici, c'est que si mettre les filles dans un groupe où elles se sentent à l'aise, si dans votre zone d'intervention, c'est les filles Djoula qui se sentent à l'aise ensemble dans un groupe, parce que le but de faire des programmes avec ces personnes-là, c'est qu'elles se sentent à l'aise d'accéder à ces programmes. Mais si elles pensent que quand elles vont interagir avec d'autres personnes, elles ne se sentent pas à l'aise, c'est toujours mieux de faire en sorte qu'elles se sentent à l'aise à leur tour. Mais très souvent, les gens font très attention pour qu'ils ne soient pas taxés d'ethnocentrisme ou quelque chose comme ça. Mais si dans la zone où vous intervenez, vous pensez que c'est la meilleure méthode pour les segmenter, c'est une possibilité aussi. Et un autre facteur qui va favoriser la segmentation par ethnie, c'est sûrement la langue. Si par exemple vous instaurez des programmes en langue Djoula et que vous voulez des filles qui parlent Djoula, sûrement vous allez mettre toutes les filles qui parlent Djoula dans le même groupe et vous n'allez pas leur parler dans une langue qu'elles ne comprennent pas. Donc ça peut être un moyen de surmonter des obstacles linguistiques ou bien des obstacles qui vont empêcher les filles de participer. C'est bon? Oui, c'est bon. Je pense que ça même, c'est plus pertinent en fait en contexte dans les milieux, dans les zones rurales, par exemple, dans les villages ou dans les campagnes où la plupart des segments sont déjà de la même langue, bon, à peu près. Donc, je prends l'exemple du Burkina où on avait un programme. Donc, plus on s'éloigne de la ville, plus la question de la langue et la question de la segmentation par la langue est plus pertinente en fait. Oui, donc je pense que c'est ça, surtout comme vous l'avez dit, dans les zones rurales. C'est très important à prendre en compte. D'autres questions ou des exemples de segments? Oui, j'ai une autre préoccupation. Je voudrais parler de, comment c'est souvent, l'organisation sociale, surtout en milieu rural. Est-ce que, par exemple, dans la segmentation, nous devons tenir compte? Parce que souvent, dans les milieux ruraux, il y a une organisation sociale qui existe sur laquelle la communauté fonctionne. Vous pouvez donner un exemple pour que je comprenne mieux? Bon, je prends
un exemple d'un village B, par exemple, tu vas voir que il y a un chef central, il y a une communauté BT, une communauté Baoulé, une communauté Apollo. Et est-ce qu'on doit tenir compte? Tenir compte de la structure de la communauté? Oui. Pour segmenter ou bien pour l'implémentation du programme? Pour segmenter. Oui, c'est important à prendre en compte. Si par exemple, vous pensez que, comme vous avez dit, il y a plusieurs communautés, et une chose importante, quand vous mettez, ce n'est pas dans le cadre de cette formation, quand vous mettez en place votre programme, l'approbation de la communauté est très, très importante. Donc, je suppose bien avant que vous n'arriviez à la segmentation même, vous aurez informé les leaders communautaires qui sont en mesure de vous aider à implémenter les problèmes et les programmes et qui peuvent aussi informer les membres de la communauté. Donc maintenant, vous allez baser votre programme sur votre collaboration avec ces personnes. Ensuite, la segmentation viendra après cela. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est très important parce que avant de venir implémenter un programme dans une communauté, c'est très important d'avoir l'approbation de la communauté. Ça vous aide quand vous allez ça va vous aider à recruter les filles que vous avez segmentées. Ça va aussi faire que dans le futur, s'il y a des problèmes, ce sera des gens qui vont vous aider à faire les problèmes. Et aussi, ils peuvent vous aider parce qu'ils connaissent les problèmes qui existent dans la communauté. Ils connaissent le groupe de filles qui existent dans la communauté. Ils vont vous aider à atteindre ces filles-là. D'accord. Alors, moi, la question que je voudrais... Allô? Oui, allô? Oui, la question que je voudrais poser, c'est en milieu carcéral. Quel type de segmentation l'on peut mettre en place pour un milieu carcéral? Maintenant, comme ça ne va pas être pratiquement la même chose, mais il faut prendre en compte les groupes de filles. Si en milieu carcéral, vous avez des filles de 18 à, supposons, les filles de 14 jusqu'à 19 ans, 20 ans, vous n'allez pas les mettre tous dans le même groupe parce qu'elles sont elles sont en prison. Mais vous allez plutôt voir quel groupe de filles ont les mêmes caractéristiques. Est-ce qu'il y a un groupe de filles qui est entre 12 et 14 ans qui ont été à l'école, ou bien il y a des filles qui n'ont pas été à l'école? En général, c'est la même technique qu'on applique en ville, c'est-à-dire faire en sorte qu'elles correspondent aux mêmes critères, elles ont les mêmes caractéristiques. Est-ce que vous voyez? Oh, ok. Peut-être que vous, je ne sais pas, je vais juste faire une hypothèse, peut-être que vous pensez aux filles qui ont fait des délits plus mineurs ou des délits plus graves que les autres. C'est un peu ça. Oui, Donc, il y a tout ça là, il y a tout ça en fait. Donc, tout ça, c'est de voir quel groupe de filles vont ensemble. Selon vous, les filles qui sont accusées de je ne sais pas si l'avortement est permis en Côte d'Ivoire, c'est interdit. Si c'est des filles qui ont été condamnées pour ça, qui ont les mêmes peines, peut-être essayer de les mettre ensemble. Parce que là, elles comprennent les problèmes des unes des autres. Elles traversent les mêmes problèmes. Elles ont les mêmes peines et les mêmes problèmes. Donc, c'est mieux de les mettre ensemble. Absolument. Ouais, c'est bien noté. Le but de la segmentation, c'est de faire que les filles qui sont dans le groupe se sentent à l'aise entre elles. Supposons maintenant qu'il y a 5 filles dans votre groupe qui n'ont jamais été mariées, mais il y a 15 qui sont mariées. Donc, en général, les filles qui ne sont pas mariées ne vont pas se sentir appartenant à ce groupe-là. Parce qu'elles pensent que, voilà, elles n'ont pas les mêmes expériences et les mêmes problèmes que les filles qui sont mariées. Elles n'ont pas les mêmes responsabilités. Parce qu'on suppose que les filles qui sont mariées ont plus de tâches. Et très souvent, ça va causer un problème même dans les heures de rencontre de vos programmes. Si vous devrez faire un programme avec une fille qui est mariée, qui doit faire à manger pour la famille, avec une fille qui n'est pas mariée, qui a le temps libre le matin, ça va être un peu difficile même pour votre programmation. Donc, c'est de faire en sorte que elles ont des caractéristiques qui font qu'elles peuvent se rencontrer dans le programme et ainsi de suite. C'est bon? OK. Voici un exemple de segment. Les filles âgées de 10 à 14 ans, déscolarisées et ne vivant pas avec leurs parents. Ça, c'est un segment de filles. Déjà, vous dites? Donc, il faut savoir ça, c'est des filles qui sont très isolées socialement parce que de un,
elles ne vivent pas avec les parents, elles n'ont pas accès à l'école pour avoir des camarades. Donc, dans les recherches, ça a trouvé que c'est des filles qui sont dans ces cadres-là, 10-14 ans de scolarité, qui ne vivent pas avec leurs parents. Ça peut être des bonnes qui sont venues en grande ville pour aider dans les travaux ménagers ou autre chose. Elles ne sont pas avec leur famille, elles ne vont pas à l'école. Donc, ça les rend plus vulnérables aux problèmes qu'on veut éviter. Donc, ça, c'est un segment à voir. Aussi, les filles en âge d'être scolarisées, ou bien c'est-à-dire ça, c'est des filles qui doivent aller à l'école, mais elles ne sont plus à l'école parce qu'elles ont été déscolarisées ou bien à raison de leur retard significatif. Peut-être qu'elles, comme on le dit, elles sont dans la mauvaise voie parce qu'elles n'ont pas, elles sont plus âgées que la classe dans laquelle elles doivent être. Donc ça, c'est des filles qui sont très souvent victimes de mariage d'enfants, qui tombent souvent dans ces problèmes-là parce qu'elles ne vont pas à l'école ou bien elles sont en retard sur leur classe. Donc, c'est des populations qui sont très, très souvent victimes de mariage d'enfants. Un autre segment, c'est les filles mariées qui sont très jeunes, qui sont mariées et elles sont impactées par les fréquences élevées des rapports sexuels. Et surtout si elles sont mariées à une personne plus âgée qu'elles. Et elles sont exposées aux infections sexuellement transmissibles comme le VIH et autres choses, et aussi les grossesses précoces ou des grossesses qui se suivent avant même que l'enfant qui vient de naître ait 1 an ou 2 ans, elle est encore enceinte. Aussi, elles ont des relations instables avec leurs partenaires qui sont plus âgés. Donc aussi, elles doivent supporter les tâches ménagères ou autre chose et pouvoir amener des ressources pour prendre soin d'elles, de leurs enfants, ou de leurs partenaires plus âgés même. Donc ça, c'est un segment de filles qui a beaucoup de facteurs de risque dans leur vie. Donc ça, c'était par rapport à la segmentation. Ça, c'est les exemples de segments. Vous pouvez penser à quelques-unes avant la prochaine rencontre. Comme ça, on va en discuter plus. Et ça, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant ou par email. Et c'est la fin de la présentation. Juste à titre de rappel, aujourd'hui, c'était vous introduire au terme que les Population Council travaillent, avec lesquels les Population Council travaillent. La prochaine formation, on va se concentrer sur l'outil même, le Girl Roster, parce que la segmentation, les populations sur la mauvaise voie, tout ceci sont des choses qu'on va discuter plus sur quand on utilise le Girl Roster. Merci beaucoup.